Donc bonjour à tous, il est 13 heures tout pile en ce mercredi 19 mai de réouverture des terrasses, mais c'est pas de ça dont on va parler. On a le plaisir au nom du bureau du coiffeur de se retrouver pour un nouveau mercredi du coiffeur et d'accueillir le docteur Lisa Bialet qui est rhumatologue à l'hôpital Bégin, et qui va nous faire un topo très didactique, et très pratique sur, les PRP, une actualité de où on en est par rapport à cette nouvelle thérapeutique. Donc, merci beaucoup, Lisa, d'avoir accepté de participer et on t'écoute pour cette présentation. Cher Gaëtane, merci de m'avoir conviée à faire ce cours sur un sujet passionnant qui déchaîne les passions aussi, il faut le dire. J'en profite donc pour vous rappeler que je travaille dans un hôpital militaire et que nous accueillons à bras ouverts les internes des postes socles jusqu'au poste de docteur junior. Donc le plasma riche en plaquettes, c'est une technique qui est à la mode, on peut dire, qui se pratique depuis quelques années. Moi, j'en fais depuis 3 ans. Sans vous spoiler mon topo, je peux vous dire que j'ai quand même des résultats qui sont assez bons, mais c'est quand même une technique qui est débattue, on va voir pourquoi, et je vais essayer de vous montrer pourquoi les défenseurs de cette technique n'ont pas tort et pourquoi les détracteurs ont raison. Voilà. Alors, qu'est-ce que le PRP? D'où ça vient? Les premiers PRP ont été développés en chirurgie maxillofaciale à partir des années 1970 pour aider dans des cicatrisations, dans des chirurgies d'implants, de greffes osseuses, donc plutôt d'abord tout ce qui était chez les dentistes et les maxillofaciaux. Puis ensuite, ça a été développé dans les ulcères cutanés chez le diabétique dans les années 80. Ce n'est que dans les années 2000 que là, on a commencé à voir naître cette technique chez les sportifs de haut niveau, d'abord en Espagne avec le docteur Sanchez, et puis ensuite en Californie, en France. Et puis, vous avez sûrement entendu parler de sportifs assez célèbres qui ont beaucoup médiatisé leur traitement par PRP. Donc, il y a eu Rafael Nadal, Tiger Woods, Kobe Bryant et plus récemment Neymar. Il y avait même des titres de journaux qui disaient que son pied avait été sauvé par le PRP. Donc, on va être un petit peu plus pondéré aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? La définition stricto sensu, c'est que le plasma riche en plaquettes est la couche profonde du plasma qui, comme son nom l'indique, contient des plaquettes entre 6 à 9, 10 puissance 5 plaquettes par millilitre. Il est obtenu après centrifugation et en théorie ne doit contenir aucune autre cellule dans la mesure du possible. Quelques facteurs de coagulation mais non activés, en tout cas moins de 1% de leucocytes et moins de 1% d'érythrocytes. Son contenu se divise en 2 parties, la fraction plasmatique issue du sang autologue, donc du sang du patient, qui contient les plaquettes concentrées avec un facteur de 2 à 5 selon la centrifugation que l'on va pratiquer et selon les kits, on va voir pourquoi. Et ensuite, la dégranulation, c'est-à-dire le contenu en lui-même des plaquettes, qui est un concentré de substances bioactives, de facteurs de croissance, de cytokines, et qui a pour but, on pense, la cicatrisation, la régénération, le remodelage des tissus et également l'angiogénèse. Donc les plaquettes, vous savez tous que ce sont des éléments figurés du sang qui contiennent des granulations. Il y a des granulations d'intérêt tout particulier, les granulations alpha et les granulations denses, qui contiennent en leur sein des facteurs de coagulation, des facteurs de croissance, mais aussi du calcium, de l'ADP, qui ont une action dans l'activation et l'agrégation plaquettaire, et de la sérotonine, qui active la vasoconstriction. Donc la plaquette activée, une non activée, va devenir activée par différents facteurs, notamment quand elle est libérée dans un tendon, dans une articulation, et elle va relarguer ce qu'elle contient. Donc le contenu se divise en plusieurs grands groupes, on va dire, de substances actives. Il y a les facteurs de croissance, dont certains ont un intérêt tout particulier, des facteurs solubles anti-inflammatoires, notamment l'interleukine 4 et l'interleukine 10, le calcium, on en a parlé, et certains facteurs de coagulation. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au moment où la plaquette est activée, qu'elle est libérée dans cet environnement, donc une articulation ou un tendon, elle va relarguer de façon massive ces centaines de substances actives. Donc, et c'est là qu'on peut déjà se poser une première question, c'est-à-dire quel est le rôle physiologique de ce relargage massif? Comment, déjà, on peut voir la difficulté d'étudier tous les mécanismes physiopathologiques de son action, puisqu'il y a un relargage de tellement de substrats que c'est très compliqué d'évaluer l'efficacité. Dans ces facteurs d'intérêt, on a des facteurs de croissance.
avec en chef de file le TGF-bêta, le PDGF, l'IGF-1, le VEGF, qui ont pour but une prolifération, une migration cellulaire et également une synthèse de collagène de différents types. Donc un PRP, ça se présente comme ça. Alors selon les kits, on a des contenants différents, mais un PRP, ça se présente sous ces différentes strates. Donc la strate la plus profonde, c'est les globules rouges, les hématies, le buffycote, qui est la phase intermédiaire constituée des leucocytes, et ensuite ce surnageant, qui est le plasma riche en plaquettes, le PRP, et tout à la superficie, le PPP, qui est le plasma pauvre en plaquettes. Donc nous, on s'intéresse au plasma riche en plaquettes, et déjà, vous pouvez voir qu'un plasma riche en plaquettes a cette couleur jaune-orangé. On voit parfois dans les topos des publications des substrats qui ont des couleurs un peu différentes qui sont probablement pas du PRP. Et donc c'est là toute la difficulté, c'est qu'un PRP doit ressembler à ça. S'il ne ressemble pas à ça, c'est que c'est pas une technique, on va dire, conventionnelle. Et c'est bien là tout le problème. Donc le principal écueil de cette technique thérapeutique, c'est qu'on a une grande hétérogénéité des protocoles. Et c'est ce qui pose le plus de problèmes parce qu'on a beaucoup de mal à émettre des protocoles homogènes, standardisés, avec des kits qui sont reproductibles. Et donc c'est pourquoi les défenseurs, les détracteurs de cette technique expliquent que c'est difficile de conclure. Donc, pourquoi il y a des variabilités de protocole? Parce qu'à chaque étape, on peut avoir des procédés différents. Déjà, la centrifugation, elle peut être faite avec des machines différentes, des vitesses et des durées de centrifugation différentes. Les kits sont très différents sur le marché, je vais vous l'expliquer ensuite. Le volume injecté peut être très variable dans une articulation, dans un tendon. La présence d'un activateur plaquettaire, certains kits proposent d'activer les plaquettes, d'autres non. Le contenu en leucocytes et en hématies peut faire varier l'efficacité. Pour l'instant, on s'accorde quand même à dire en 2021 qu'un plasma pauvre en leucocytes serait le plus efficace. La présence de leucocytes pourrait augmenter certains effets indésirables. Le nombre d'injections fait également débat. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus sur le rythme et la fréquence des injections. Et surtout, le protocole post-injection est variable selon les équipes. Donc ça aussi, ça peut poser un problème de reproductibilité. Alors, comment ça marche? La plaquette, le PRP, quand il est libéré dans un tendon, une articulation, il s'active, les plaquettes s'agrègent, elles vont dégranuler. 95% des facteurs de croissance sont relargués pendant la première heure après l'injection. Donc, c'est cette heure vraiment cruciale. Le reste est libéré dans les 7 jours qui suivent. On attend du PRP un effet anabolique, un effet anti-inflammatoire, un effet pro-angiogénique et également un effet de maintien de l'homéostasie de l'environnement tissulaire dans lequel il est injecté. Une autre action des PRP serait peut-être l'interaction qu'ils pourraient avoir, que les plaquettes pourraient avoir avec certaines cellules, et notamment des cellules stromales mésenchymateuses, dont on connaît depuis déjà de nombreuses années leur action, leurs propriétés sur l'immunomodulation, sur l'anti-apoptose, sur leurs effets antioxydatifs et sur leurs effets de migration, de prolifération cellulaire. Donc peut-être qu'il y a des interactions très intéressantes à étudier avec ces cellules stromales mésenchymateuses qui pourraient expliquer une partie des effets biologiques du PRP. Les facteurs de croissance des granules, donc après activation, ont une action locale de quelques heures et on pense qu'elles initient, qu'elles favorisent la réparation, la cicatrisation des tissus en agissant sur les différents types cellulaires qu'ils peuvent rencontrer, donc des myocytes, des ténocytes, des fibroblastes, des chondrocytes. On pense aussi qu'il y a une action sur l'angiogénèse et le remodelage tissulaire via la formation de matrices extracellulaires. Alors, quelles sont les bonnes indications du traitement par PRP? Il faut savoir déjà qu'il y a très peu d'essais de haut niveau de preuve. Et c'est encore là toute la difficulté de ce traitement. Le manque de clarté dans le débat scientifique vient de là. Il faut savoir que l'ACR et l'ORC ne recommandent pas l'utilisation du PRP dans la gonarthrose. Je pense qu'on peut raisonnablement retenir deux principales indications du PRP actuellement. Ce sont les atteintes cartilagineuses dans la chondropathie débutante, l'arthrose installée, y compris sévère, et dans une autre indication que sont les tendinopathies, mais dans une catégorie bien particulière, une entité nosologique, la tendinopathie fissuraire chronique. Là, c'est pareil, quand on parle de tendinite, c'est un fourre-tout global, mais je pense que la meilleure indication, c'est quand même la tendinopathie fissuraire chronique.
Donc, j'essaye d'être le plus objectif dans ma présentation, mais forcément, je vais un petit peu ponctuer de mon avis personnel tout au cours du topo. Il faut réserver l'indication du PRP à des lésions confirmées, avec une concordance clinique en imagerie, échographique, voire IRM. Il faut réserver le traitement par PRP en échec des traitements thérapeutiques, enfin des traitements conservateurs classiques, on va dire pharmacologiques, rééducatifs, etc. Donc plutôt, il faut le réserver en deuxième intention. Je pense aussi qu'il faut obtenir le consentement éclairé du patient, l'informer sur les modalités du traitement, parce que souvent c'est assez obscur pour les patients, les précautions à respecter avant les gestes, les consignes et le protocole post-injection qui font dans certaines indications qui font partie intégrante du traitement et qui sont aussi, qui sont aussi importantes que l'injection en elle-même. Alors, concernant l'indication dans l'arthrose, les principales données, c'est dans la gonarthrose. Je vous ai mis là les dernières méta-analyses revues systématiques des 2 dernières années. Il y en a d'antérieures, mais là, c'est les principales avec des effectifs qui tournent autour de 1000 patients, sauf la dernière. Donc, c'est vrai que ce n'est quand même pas des méta-analyses sur des très grands groupes de patients. Ce qu'on peut retenir sur ces 7 méta-analyses, je ne vais pas vous les détailler, je vous invite à les lire si ça vous intéresse. Il y en a 6 qui sont positives en faveur du PRP. Et la dernière, sur plus de 5000 patients, qui ne montrait pas de bénéfice du PRP versus un placebo versus un acide hyaluronique. Cette dernière méta-analyse est un peu étonnante, mais bon, elle a le mérite d'exister. Dans les 6 premières, ce qu'on peut dire, c'est que sur les différents scores étudiés, que ce soit la douleur, les scores fonctionnels, IKDC, WOMAC, WOMAC douleur, WOMAC raideur, WOMAC fonction, on a une amélioration, une efficacité supérieure du PRP versus acide hyaluronique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette efficacité, elle ne se ressent au bout du 3e mois. Il ne faut pas attendre du PRP une efficacité immédiate. Et c'est ce qu'on voit en pratique, c'est que ça ne marche pas rapidement. Il faut attendre. Et dans ces méta-analyses, c'est vraiment à M3, M6, M12 que là, vraiment, il y avait des différences statistiquement significatives. Alors, que disent les experts? Donc ça, c'est les méta-analyses, mais les experts. Alors déjà, il n'y a pas de consensus, mais il y a quand même le GRIP, qui est le groupe de recherche des injections de PRP, qui est un consensus d'experts francophones. Ils ont rédigé tout un tas de recommandations, de bonnes pratiques, on va dire, quand on parle de PRP, pour nous aider, pour nous conseiller sur différentes questions qui ont vu le jour lorsqu'on s'est mis à faire des injections de PRP. Donc, je vais essayer de détailler les plus importantes sans vous faire vraiment un catalogue pour vous expliquer et pour que ce soit un peu plus clair. Donc, l'injection intra-articulaire de PRP, on peut considérer que c'est un traitement symptomatique efficace dans la gonarthrose débutante à modérée. Mais elle peut être aussi efficace en cas de gonarthrose sévère. C'est vrai qu'au début, on avait tendance à l'utiliser principalement dans les chondropathies localisées, les ulcérations cartilagineuses, et dans ces indications-là, on avait des bons résultats. Maintenant, on commence de plus en plus à le faire dans la gonarthrose sévère, en échec des autres thérapeutiques. C'est ce que je vous disais, le traitement par PRP doit être envisagé en deuxième intention, après échec du traitement pharmacologique, du traitement rééducatif, de la modification de l'activité physique. On ne doit pas utiliser le PRP au cours d'une poussée congestive de gonarthrose, ce n'est pas une indication, même si certains papiers ont démontré peut-être une action de médiation anti-inflammatoire sur ces poussées de gonarthrose, on ne doit pas le proposer en cas de poussée de gonarthrose. Pour avoir une idée de ce qu'on injecte, et encore là une fois c'est tout le problème, de ce qu'on injecte dans l'articulation, il est important de connaître à peu près la numération plaquettaire de notre produit. Les kits fournis par les fabricants donnent un facteur de centrifugation de concentration. Donc, c'est nécessaire d'avoir une connaissance de la numération plaquettaire du patient. Alors là, dans les recommandations, c'est dans les 3 mois qui précèdent l'injection. Voilà, moi, je le fais un peu plus proche de l'injection. Je le fais dans la semaine qui précède. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir une numération plaquettaire, déjà pour éliminer certaines contre-indications en fonction du taux de plaquettes et pour savoir à peu près ce qu'on va injecter. La séquence thérapeutique du PRP doit contenir 1 à 3 injections. Là encore, grande variabilité des protocoles, il n'y a pas de consensus, on fait une première injection, on voit ce qui se passe, si c'est efficace ou pas. Le volume injecté doit être de 4 à 8 ml. En moyenne, dans les études, c'est 5 ml. C'est également dans ma pratique ce que je fais dans une articulation du genou, c'est à peu près 5 ml.
Alors, le PRP ne doit pas être mélangé avec un dérivé cortisonique, ni avec un anesthésique local. Pourquoi pas avec un corticoïde? Le corticoïde a une action anti-anabolique et pourrait peut-être diminuer l'efficacité du relargage du plasma riche en plaquettes. Pas d'anesthésique local, car les anesthésiques locaux tels que la xylocaïne, la lidocaïne modifient le pH localement et pourraient également altérer la qualité du prélèvement, la qualité du relargage, donc la qualité du PRP. Les ANS, qui ont aussi un rôle faiblement d'anti-agrégation plaquettaire, doivent être évités avant et après un traitement par PRP. Alors, les durées qu'on recommande sont variables, 1 à 2 semaines avant le geste, 1 à 2 semaines après. Ça, il faut l'expliquer aux patients pour éviter en effet une diminution de l'efficacité. L'injection PRP doit être réalisée à distance d'une infiltration cortisonique. Alors, dans quel délai? Là aussi, il n'y a pas de consensus, mais on peut dire que raisonnablement, 3 à 4 semaines de délai entre une injection cortisonique et un PRP, ça paraît correct. De plus en plus, on est amené à se dire que l'injection PRP doit être réalisée sous radio ou sous écho. C'est un traitement qui coûte parfois cher, donc autant être sûr qu'on soit dans la bonne zone où on veut injecter notre PRP, donc soit dans une articulation, soit dans la fissure d'un tendon, donc c'est mieux de le faire sous écho ou sous radio. L'épanchement articulaire doit être ponctionné avant l'injection de PRP, donc c'est préférable de le faire sur une articulation sèche. Alors, le débat aussi, c'était quid des cancers évolutifs. Donc, on recommande de ne pas injecter de PRP chez un patient qui a une néoplasie récente. On ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce que vont donner les facteurs de croissance, donc c'est quelque chose qu'il faut éviter. Le traitement anti-agrégant plaquettaire par aspirine n'est pas une contre-indication à l'injection de PRP, mais ça peut diminuer l'effet de celle-ci, donc il faut prévenir le patient. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, je fais une petite aparté, de faire un PRP chez un patient sous aspirine. C'était un patient très métabolique, hémoglobine diabétique, hémoglobine glyquée à 10%. Il avait une bursite sous-acromiale. Voilà, on était un peu hors des clous. Je lui ai fait une injection dans la bourse sous-acromiale de PRP parce que je ne pouvais pas injecter de corticoïdes. Le PRP avait vraiment un aspect bizarre parce qu'il était sous aspirine, vraiment inhabituel, mais finalement, ça l'a soulagé. Bon, voilà, ça ne vaut pas grand-chose, mais en tout cas, l'aspirine n'est pas une contre-indication formelle. De même que la présence d'une chondrocalcineuse radiographique n'est pas une contre-indication à l'injection. Mais il faut quand même prévenir le patient qu'il y a un risque d'arthrite microcristalline après l'injection, comme on voit après toute injection, même d'acide hyaluronique. Il faut prévenir le patient, donc ce n'est pas une contre-indication, mais expliquer tout ça au patient. Ce qui fait partie intégrante du traitement, c'est le protocole, comme je vous l'ai dit, post-injection. Donc on recommande un repos articulaire. Alors, repos relatif, en tout cas repos sportif, ça c'est sûr, et repos relatif dans les 48 heures qui suivent. Et puis la dernière chose, c'est que les injections quand même de PRP, depuis qu'on en fait depuis quelques années, sont un traitement qui est bien toléré sur le plan local et général. Il n'y a aucun effet indésirable grave qui n'a été décrit jusqu'à maintenant. Donc ça, c'était plutôt pour la gonarthrose. Dans les tendinopathies, qu'en est-il? Donc la tendinopathie chronique, encore une fois, c'est une entité nodologique qui est assez large. C'est une dégénérescence fibrillaire par libération de cytokines cataboliques, dont certaines vous sont familières. On attend des effets du PRP, une action sur la prolifération des ténocytes, sur la synthèse, l'organisation du collagène dans les ténocytes et dans les cellules souches ténosynoviales, voire même une diminution de l'expression des cytokines pro-inflammatoires. Ça a été démontré plutôt chez l'animal. Donc, on attend du PRP dans le tendon un effet anabolique et d'amélioration de la qualité de la matrice extracellulaire. Alors, pour cela, pour vous renseigner sur ce sujet, je vous invite à lire cette revue dans le journal de Traumato du sport de Jean-François Cros, qui est un MPR belge qui pratique le PRP depuis longtemps et qui est un expert dans ce domaine. Donc, sans vous détailler les différentes études, dans ce papier, il a voulu colliger un peu les différentes données d'efficacité du PRP versus traitement conventionnel. En fait, ça a été étudié dans pas mal de tendinopathies. Dans la coiffe des rotateurs, on a des études qui sont un peu positives, mais ce n'est pas majeur. À 6 mois, il y a une amélioration. En tout cas, ce n'est pas une indication vraiment avec une efficacité transcendante. Les deux indications dans lesquelles le PRP semble le mieux marcher, ce sont l'épicondylite et la tendinopathie patellaire, le jumper's knee. On sait que là, on a clairement un bénéfice dès la première et la seule souvent injection, un bénéfice. Encore une fois,
sur tous les paramètres fonctionnels de douleur, cette amélioration se ressent à partir du 3e mois. Donc, il faut vraiment expliquer aux patients que dans les tendinopathies, encore une fois, c'est long. Moi, je dis aux patients, ce n'est pas un traitement chimique, c'est un traitement biologique. Il faut laisser voilà, les organismes cellulaires faire leur affaire. Et donc, c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu avant de ressentir les premiers effets. Donc, dans ces 2 indications, jumper's knee et épicondylite, on a les meilleures données d'efficacité. Dans les autres que je vous ai mis, donc dans les tendinopathies des ischio-jambiers, dans le moyen fessier, tout ce qui est au niveau du pied, tendinopathie calcanéenne et aponeurosite plantaire, les résultats sont un petit peu décevants et discordants. Donc, ce qu'on peut dire pour les tendons, c'est que les bonnes indications du PRP, c'est une tendinopathie chronique, fissuraire, non transfixiante, interstitielle. Donc, les non-indications, donc ce n'est pas des contre-indications, c'est juste que ça n'a pas sa place, ce sont les anthésopathies, les ténosynovites parce qu'il y a un processus inflammatoire trop important, et les ruptures transfixiantes, on ne va pas attendre d'un PRP qu'il répare une rupture transfixiante. Tout aussi important, je vous l'ai dit, que l'injection, c'est le protocole post-infiltration. Donc ça, il faut bien l'expliquer, et c'est d'autant plus important dans la prise en charge des tendinopathies. On recommande une cryothérapie pendant 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, cette injection fait un peu mal, comme toute injection dans un tendon. Donc la cryothérapie peut avoir un effet analgésique immédiat. La kiné doit être débutée après la période douloureuse des premiers jours. Ensuite, on embraye sur de la kiné excentrique avec les protocoles de Stanisch que vous connaissez, donc des étirements excentriques en sous-maximal, puis de plus en plus passifs, actifs, etc. Et ensuite, on recommande aux patients des auto-exercices jusqu'à 3 mois. Donc 3 mois, c'est la durée de cicatrisation et de remodelage d'un tendon. Et chez le sportif de bon ou de haut niveau, l'étape ultime, c'est la réathlétisation complémentaire, la reprise du sport avec ou sans aide technique. L'injection peut être renouvelée 2 à 3 mois après la première selon l'efficacité. Et on dit, c'est un petit peu consacré par l'usage, c'est 2 à 3 injections maximum. Mais en règle générale, dans les tendinopathies, une injection suffit. Alors, et le reste, c'est vrai que du coup, les PRP, ça a été développé un petit peu partout. On en met un peu dans tout ce qu'on veut. Les orthopédistes ont essayé en préopératoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans les lésions musculaires, par exemple? Il n'y a pas d'effet positif qui est démontré. Des données intéressantes chez les modèles animaux, mais pas trop chez l'homme. Quelques études qui montrent qu'il y a un retour sur le terrain qui serait plus rapide chez les sportifs avec une diminution des récidives. Mais bon, il faut retenir qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'indication à injecter des PRP dans les lésions musculaires. Le muscle, c'est un tissu qui régénère très bien parce qu'il est le siège. Il y a beaucoup de cellules souches dans le muscle qu'on appelle les cellules satellites qui sont présentes tout le long des fibres et qui permettent justement cette régénération, cette cicatrisation du muscle. Donc, plutôt que de penser au PRP dans les lésions musculaires, déjà, si vous ponctionnez tout hématome musculaire ponctionnable, vous allez rendre service à vos patients. Ça a été essayé aussi dans les lésions ligamentaires, ligament collatéral médial distal du genou, collatéral médial de la cheville, le ligament talofibulaire antéro-inférieur. Il y a très peu d'études, une seule randomisée, peut-être un retour à la compétition, un retour sur le terrain un peu plus court et moins de douleur résiduelle. En tout cas, c'est encore débattu. Certains orthopédistes ont même essayent d'injecter des PRP lors d'une ligamentoplastie du genou. J'ai pas mal entendu ça. Maintenant, il n'y a pas de bénéfices démontrés en termes de récupération sur les mobilités, la douleur et la reprise sportive ultérieure. Alors, la dernière indication qui commence à voir le jour, c'est le rachis. Donc, on va sortir quelques papiers sur des injections intradiscales de PRP pour des discopathies dégénératives complexes, etc. Voilà, il va falloir suivre l'actualité scientifique de ce côté. Je pense qu'il y a une indication qui serait intéressante, c'est par exemple dans les articulaires postérieurs, dans des arthroses articulaires postérieures chez un patient métabolique diabétique avec un diabète déséquilibré. Ça pourrait être une bonne indication voilà, pour apporter un effet un peu anti-inflammatoire. Voilà, ça reste complètement débattu, mais on va voir ce que ça donne dans les prochaines années. Je vous invite aussi à lire ce papier du journal de traumato du sport sur les recommandations de la Société française de traumatologie du sport. Il y a beaucoup d'éléments dont on a parlé, donc je ne vais pas le détailler. Alors, comment l'utiliser? La première chose, c'est que le matériel varie énormément parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs sur le marché. Différents types de fournisseurs que je vous ai cités. Donc ça dépend vraiment des équipes. Ce dont on a besoin, c'est d'une centrifugeuse qui va centrifuger notre kit, notre sang,
un kit de prélèvement qui varie énormément selon les fournisseurs également, et en option un hématocompteur qui va permettre de compter les plaquettes dans le PRP que vous avez obtenu. Donc ça, c'est une étape qui n'est pas indispensable. Je pense qu'elle est indispensable pour tout ce qui est dans toutes les études, surtout quand on va faire des études de plus haut niveau de preuve, pour avoir vraiment une reproductibilité et vraiment une qualité du PRP qui est fiable. Donc après, en pratique clinique, c'est quand même un temps beaucoup plus long de faire un comptage des plaquettes. Donc voilà, certains fournisseurs le proposent, mais tout le monde ne le fait pas. Je pense qu'il faut, la première fois que vous recevez le patient en consultation, l'informer. Moi, personnellement, je reçois les patients une première fois, je pose l'indication du PRP, je leur explique et je leur remets une notice informative sur qu'est-ce que le PRP, comment va se dérouler l'injection, et je leur demande de me remettre le consentement écrit lorsque je les revois sur le deuxième rendez-vous pour l'injection sous échographie. Donc, voici les étapes de la procédure. Donc, je vous ai mis 2 kits pour vous montrer les différents fournisseurs. Donc, la première étape, c'est le prélèvement sanguin. Donc, soit vous avez la chance d'avoir une infirmière sur votre plateau technique qui vous fait le prélèvement, soit c'est vous-même qui le faites. Donc, moi, je me suis mis à faire des prélèvements veineux. J'avais un peu perdu la main. Ensuite, une fois qu'on a notre kit, que notre prélèvement est fait, on centrifuge dans notre centrifugeuse, en règle générale qui est fournie par le constructeur. Puis, alors là, c'est un kit où il y a une petite seringue intégrée dans la grande seringue. On récupère le surnageant, donc on récupère ce PRP qui a une belle couleur jaune, et ensuite on monte son aiguille et puis on fait le geste. Alors, le kit, il a des tarifs complètement variables là aussi, ça peut aller de 70 € jusqu'à 300 € dans certains centres, ça dépend du public, du libéral. Voilà. En gros, il y a plusieurs procédures, soit le patient l'achète à la pharmacie de l'hôpital si votre kit est référencé à la pharmacie de l'hôpital. Sinon, il achète dans une pharmacie en ville et il vient à la consultation avec le kit. Moi, j'ai cette deuxième option. Voilà un autre exemple de kit où on prélève le sang avec une seringue classique. Ensuite, on l'injecte dans le fameux kit qui va aller dans la centrifugeuse. On centrifuge et ensuite on récupère ce surnageant qui est le PRP en essayant de prélever vraiment le PRP en profondeur et un peu moins le PPP, donc le plasma pauvre en plaquettes à la superficie. Alors, comment ça se passe en pratique? On accueille le patient, donc il a déjà eu son premier rendez-vous, on a posé l'indication, on l'a informé. Le deuxième rendez-vous, on l'accueille, on l'installe dans son box, dans sa salle d'échographie, on prélève le sang avec le kit, on centrifuge, on prépare le PRP selon les différentes techniques, selon les différents kits, on pratique le geste infiltratif et ensuite on conseille au patient, on lui explique le protocole post-infiltration, que ce soit dans l'articulation ou le tendon, avec les différentes spécificités. Il faut compter à peu près 20 à 30 minutes pour le geste vraiment en globalité. Alors, une particularité, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas faire d'anesthésie sauf cutanée superficielle. Moi, personnellement, j'utilise la cryothérapie locale pour avoir un petit effet analgésique avant de faire l'injection. Mais sinon, vous pouvez tout aussi bien utiliser du protoxyde d'azote pour faire une sédation légère du patient. Ensuite, les recommandations pour injecter, ce sont les mêmes, ce sont des recommandations de bon sens et de bonne pratique lorsque vous faites une infiltration classique. Donc, porter un masque, se désinfecter les mains au chat, porter des gants stériles, la désinfection cutanée en 3 temps, une injection articulaire directe ou de préférence éco-guidée, et puis le pansement stérile. Alors, quel est le cadre légal? Puisqu'en effet, au début des balbutiements du PRP, on se posait la question de est-ce que c'est autorisé? Est-ce qu'on peut utiliser des produits dérivés du sang? Alors, l'ANSM a établi que ce n'est pas un produit sanguin labile, donc ce n'est pas soumis aux règles de l'hémovigilance. Donc ça, c'est important. En revanche, il y a quand même des règles à respecter. Il faut que ce soit un prélèvement autologue, bien sûr, donc c'est le sang du patient et pas de quelqu'un d'autre, et ça doit être utilisé de façon extemporanée. Il faut qu'il y ait une unité de temps et de lieu quand on injecte le PRP, c'est-à-dire que le prélèvement du sang et l'injection doivent être faits au même moment, enfin dans le même rendez-vous et dans la même pièce. Donc, le PRP est autorisé à des fins thérapeutiques dans le cadre d'une seule et même intervention médicale. L'Association française de lutte antidopage, je vous l'ai mis un petit peu en aparté, n'a pas trouvé que c'était une substance interdite. Donc, c'est autorisé chez les sportifs, ça ne fait pas partie d'un produit dopant. C'est quand même important à signaler. Alors, y a-t-il des contre-indications?
Alors, les contre-indications relatives, on en a déjà évoqué certaines. Ce sont les anti-inflammatoires ou les corticoïdes péros qui pourraient avoir une diminution, une action sur l'agrégation plaquettaire, de même que les anti-agrégants plaquettaires, mais ça reste relatif, que l'aspirine. Et donc, les infiltrations de corticoïdes, par leur effet anabolique, ne doivent pas être réalisées dans les semaines qui précèdent l'injection de PRP. Les contre-indications absolues, c'est le syndrome de dysfonction plaquettaire, les thrombopénies profondes, et puis ensuite des contre-indications un peu classiques, infection générale, infection locale au point d'injection. Les arthropathies inflammatoires, alors ce n'est pas une contre-indication absolue, c'est une non-indication. Il n'y a pas d'indication à injecter du PRP dans une arthropathie inflammatoire. Et le cancer évolutif, on en a parlé, on évite, on ne sait pas ce que ça fait d'aller stimuler des facteurs de croissance chez un patient qui a une néoplasie. Il n'y a aucun cas de cancer de localisation secondaire qui n'a été décrit au cours du PRP, mais bon, on sait l'inertie de déclaration des événements indésirables dans les nouveaux traitements, donc en tout cas, il faut garder à l'idée que ça reste une contre-indication. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Le PRP, c'est un traitement symptomatique efficace dans la gonarthrose en deuxième intention. C'est un traitement qui est probablement efficace dans les tendinopathies chroniques en échec des autres thérapeutiques. Et ce qu'on peut dire quand même, c'est que depuis plusieurs années d'utilisation, c'est un traitement qui est bien toléré. Donc, on ne prend pas trop de risques si on respecte bien les contre-indications, les non-indications et la procédure. C'est un traitement qui est quand même bien toléré, on ne prend pas de risques. Maintenant, le débat scientifique demeure, c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de confusion et un manque de clarté dans ces injections, parce qu'il faut homogénéiser les pratiques, homogénéiser les PRP en eux-mêmes, leur composition, homogénéiser les protocoles. Donc on a besoin d'études de fort niveau de preuve pour essayer de donner un peu plus de robustesse pour démontrer l'efficacité de ce traitement. C'est vrai que le PRP, ça a été développé un petit peu à l'inverse dans le traitement d'un médicament classique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu les phases de pharmacobiologie, de pharmacodynamie. On a essayé, on a injecté, on a vu ce que ça donnait après en clinique, et c'est que dans un deuxième temps qu'on a essayé de s'intéresser à la physiopathologie. Donc c'est vraiment, ça a été monté à l'envers, et puis maintenant on paye un peu les pots cassés pour comprendre comment ça marche. Mais c'est vraiment là l'enjeu des prochaines années. Alors l'avenir, quelles sont les perspectives? Je pense qu'il faut qu'on s'intéresse à démontrer l'effet chondroprotecteur et l'effet cicatrisant, notamment dans les tendinopathies fissuraires. Ce qui serait intéressant, mais ça va être extrêmement difficile à réaliser, c'est de comparer les différents types de PRP, de définir des protocoles d'injection et donc des stratégies thérapeutiques. À quel moment on propose le PRP dans notre stratégie de traitement? Toujours pareil, mais ça c'est valable pour plein d'autres spécialités et même en pathologie inflammatoire, de définir des profils de bonnes ou de mauvaises réponses, savoir si ce patient a un profil, un pronostic où il va bien répondre au PRP ou celui-là il ne va pas très bien répondre, de faire des études médico-économiques parce que c'est un traitement qui coûte cher quand même. Donc certains kits s'alignent sur l'acide hyaluronique, mais les autres, dans certains centres, ça peut être très cher, donc ça serait intéressant de savoir si ça vaut vraiment le coup de payer si cher. J'ai oublié de vous dire que ça n'était pas remboursé par l'assurance maladie et probablement que ça ne le sera jamais. Les perspectives, c'est également le développement dans le rachis, pourquoi pas, moi je pense, dans les articulaires postérieurs. Et puis l'avenir en médecine régénérative, c'est pourquoi pas associer avec des cellules stromales mésenchymateuses, puisqu'on sait qu'elles interagissent avec le PRP. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Je vous remercie et je suis à votre écoute pour les questions. Merci beaucoup, Lisa. C'était extrêmement clair. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions dans l'Assemblée en attendant que les premières questions arrivent? Tu nous as rappelé que pour la CR et l'OARCI, donc la gonarthrose n'était pas une indication. Or, toi, sur l'aspect arthrose, tu as surtout parlé justement de la localisation gonarthrose. Est-ce qu'il y a des... En pratique, est-ce que ça peut être fait dans d'autres localisations d'arthrose? Et est-ce qu'il y a un débat sur ce point de la gonarthrose? Alors, c'est vrai que ça a été le plus étudié, les méta-analyses, c'est vraiment dans la gonarthrose. Après, en effet, ce qui se passe en pratique, c'est que quand on est en échec des autres traitements classiques, même de l'acide hyaluronique, on essaye dans d'autres localisations. Donc, c'est vrai que moi, j'ai l'impression, alors encore une fois, c'est mon avis personnel, ça vaut ce que ça vaut, j'ai l'impression que dans les arthroses tibiotaliennes, ça marche plutôt pas mal. Je veux dire, on n'a pas non plus beaucoup de solutions thérapeutiques, notamment dans les lésions ostéochondrales du dôme talien, où il y a vraiment des petites ulcérations, des petites lésions ostéochondrales. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, les orthopédistes me les envoient
avant d'aller faire une arthroscopie, avant d'aller faire un geste, une greffe, une mosaïque-plastie, etc. Donc c'est vrai qu'on a plutôt des bons résultats. Dans la littérature, dans les autres localisations, il n'y a quand même pas beaucoup de données. Ça m'arrive de faire des zoomarthroses débutantes, voilà. Mais c'est vraiment, c'est dans des dossiers qui ont été staffés entre nous quand on est en échec des autres thérapeutiques et avant de passer la main au chirurgien, en fait, hein. C'est principalement ça. Ok, alors entre-temps, les questions pleuvent. Première question, savoir PRP et produits de contraste iodé, est-ce que c'est comme pour la lidocaïne à éviter? Alors ça, il n'y a pas trop de données. Je ne crois pas qu'il y ait d'interaction. Comme on ne sait pas ce que ça donne, autant le faire sous échographie et puis voilà, de ne pas prendre le risque qu'il y ait une interaction. Alors, pour la majorité des articulations, ça peut se faire sous échographie. La question va se poser quand on va commencer à en faire vraiment dans le rachis, dans les articulaires postérieurs. Parce que c'est quand même une articulation qui a un contenant qui est vraiment de très faible volume. Donc, si on doit injecter un produit de contraste plus le PRP, c'est vrai que ça ne va pas faire une quantité énorme de PRP. Donc, il n'y a pas beaucoup de données sur les produits de contraste iodé. A priori, vous pouvez le faire, mais faites-le sous échographie si vous avez la possibilité. Ok, alors je vais lancer le sondage avant de continuer les questions pour que tout le monde puisse y répondre et on reprend les questions. Alors, pourquoi 4000 patients de plus dans la méta-analyse de Hans en 2021? Est-ce qu'il y a une différence de population par rapport aux autres méta-analyses de 2020, En entre fait, cette 2020 et 2021? méta-analyse, elle a voulu, cette méta-analyse, elle a étudié en fait, plusieurs traitements entre eux. Donc, il y avait versus acide hyaluronique, versus placebo, versus cortico. Donc, en fait, c'était une population beaucoup plus large. Mais là, encore une fois, les populations sont hyper hétérogènes. C'est-à-dire que, voilà, on parle de gonarthrose avec des stades complètement mélangés. Donc, c'est vrai que c'est tout l'écueil. Et dans cette méta-analyse, les différences étaient très très faibles en défaveur du PRP, avec peut-être pas beaucoup de significativité clinique. Donc c'est le débat, mais du coup, comme ça a été étudié versus plusieurs traitements, c'est pour ça qu'il y avait il y avait beaucoup plus de patients. Et peut-être une dernière question en restant à peu près dans les temps. La cryothérapie n'est-elle pas à éviter? Limitation de la dégranulation, point d'interrogation. Alors, c'est une bonne question. A priori, la cryothérapie superficielle, alors moi ce que je fais, c'est que je mets une bombe de froid juste avant de faire mon injection. Ça soulage un petit peu juste le passage cutané. Donc, en superficie, il n'y a pas de risque, hein. D'ailleurs, vous pouvez faire une anesthésie superficielle. Mais bon, après, on ne sait pas trop si on traverse la peau avec l'aiguille, on ne sait pas trop ce que ça donne. La cryothérapie post-injection que moi je préconise, a priori, ne va pas diminuer l'efficacité parce que le relargage des substances bioactives, c'est dans la première heure. Donc, en règle générale, le patient il rentre chez lui, on met la cryothérapie. En tout cas, il n'y a pas eu de démonstration de diminution de la dégranulation sur une cryothérapie ultérieure après l'injection, après quelques heures après l'injection. Et sur les retours que tu as, parce que tu insistes pas mal sur l'importance de l'analgésie, c'est Oui. un geste vraiment douloureux en immédiat et dans les heures, jours qui suivent ou... Alors, dans les articulations, pas trop. Dans les genoux, les chevilles, j'ai même fait des hanches. Pas tellement en intra-articulaire. Là où c'est le plus douloureux, c'est dans les tendons. Parce que dans le tendon, il faut aller injecter dans la fissure. Et là c'est vrai que c'est là où c'est douloureux. Mais finalement, quand il y a une fissure, le produit passe bien. On n'a pas vraiment de résistance. Alors, il y a certaines équipes qui préconisent de faire du needling, hein, de faire des va-et-vient pour faire des micro-lésions du tendon et d'injecter le PRP dans ces micro-lésions. C'est plutôt dans les tendinopathies que c'est douloureux. Donc c'est vrai que, et puis après, il y a forcément, comme dans toutes les infiltrations, hein, le patient qui décrit un gonflement, un inconfort. Donc c'est vrai que parfois, ils ont un petit peu mal après. Donc là, moi, je leur conseille la cryothérapie, hein, enfin la glace en rentrant chez eux et puis des antalgiques simples, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup Lisa pour ce super topo. Je trouve que ça a Merci vraiment à vous. intéressé tout l'auditoire. Donc on pourra retrouver le topo sur la chaîne YouTube des Mercredis du Coiffeur. Et merci à tous d'avoir assisté à ce nouveau Mercredi du Coiffeur et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci encore, je Merci. peux y Au aller. revoir. Au revoir.